Donald Kabasele, juriste, il est cadre de l'IDPS. On vous a vu, bonsoir. Bonsoir, monsieur Fabien. Meilleurs vœux, depuis que l'année est nouvelle, on ne s'est pas vu. Je n'ai pas été sur Télé 50. Voilà pourquoi je profite de votre micro pour présenter mes meilleurs vœux à tous les téléspectateurs de cette grande émission. Voilà, vous avez été au Grand Kasaï. On vous a vu sur le terrain à Katende. Vous avez été déçu ou bien révigoré par juste la visite du chef? J'ai juste eu des larmes aux yeux, c'est le moins que je puisse dire personnellement, parce que l'impression que ça donnait, c'est que il y avait certainement des choses qui se passaient exactement, mais quand nous sommes arrivés sur place, vraiment, on a été déçus. Et je pense que le président de la République l'a dit à plusieurs sorties, que ce qu'il a vu, et c'était aussi important que le président se déplace, pour effectivement entrer en contact avec ces Congolais-là qui habitent le fin fond, pour essayer de voir qu'est-ce qui a été fait par rapport à ce qui a été déboursé comme argent. Mais curieusement, vous avez toujours des gens qui ont des Français. Des Français où on vous dit, oui, ça a été fait comme ça. Mais il y a 2 millions qui sont sortis, monsieur. Et là, on vous dit, regardez, le matériel devrait quitter Lubumbashi pour arriver à Kananga. Mais est-ce que tout ça n'a pas été planifié avant, vous pensez? Donc c'est une déception. La SNCC, je ne vous coupe pas, a fait un travail énorme avec Fabien Moutamba à la tête. Beaucoup de matériel ont été acheminés à Kananga, justement. Mais on a vu juste des engins rouillés dans la brousse à Katende. Qu'est-ce qui s'est passé? Exactement. Cet espace-là, à Katende, quand vous voyez ces matériels, vous avez l'impression que c'est de bien abandonné. Vous avez l'impression que c'est de bien abandonné. Malgré que ceux qui ont géré tous ces projets sont toujours dans des grands salons, dans des grands palaces, en train de nous expliquer ce qui y arrivera. Mais vous savez, l'importance de cette mission, c'était effectivement pour que les chefs se rendent effectivement compte qu'il y a aussi ce problème d'entourage, qu'il a évoqué d'ailleurs ici à Kinshasa, avant quand il était en train d'accéder au pouvoir. Il a dit que ça reste un défi pour un président de la République, l'entourage. Nous ne savons pas l'accompagner et ça c'est une déception. Et parce que les gens ne savent pas accompagner le président de la République, parce que les gens disent les contraires de ce qu'ils font. Plusieurs missions dans le Grand Kasaï, avec des rapports par moment dans les médias, en vidéo. Alors, on s'est rendu compte que le chef a été plus d'une fois trompé. Bon, vous savez, on ne peut pas dire que le chef a été trompé. Le chef, on ne le trompe pas. Le chef... Et il sait que les choses devraient se faire de telle ou telle manière, mais l'inspection, le contrôle, ça fait aussi partie. C'est même ça la spécialité du président Félix-Antoine Tshisekedi. Je comprends même pourquoi son prédécesseur a eu beaucoup de difficultés. On lui brandissait des choses à travers le média. Et en réalité, il n'y avait rien qui était fait. Mais parce que lui, peut-être, cet aspect contrôle, il ne l'avait pas bien utilisé, c'était un fiasco au bout de 18 ans. Et moi, je pense que c'est tôt quand le président se décide d'aller lui-même sur terrain, d'avoir les réalités en face. Il a certainement tapé du poing sur la table. Vous vous rappelez que au niveau de Mbujimaï, je crois quand on était arrivé vers Kabinda et les confins, il a dit que les gens devraient être arrêtés. Parce que moi, je suis convaincu, comme le président de la République, qu'il y a beaucoup de gens qui méritent la prison, mais qui se promènent avec nous. Mais ils risquent de rentrer dans leur pays d'accueil par Ndjili sans problème. Est-ce qu'ils vont continuer à aller au Palais de la Nation? Ceux qui se connaissent déjà coupables. Tout dépend de leur tactique. Mais moi, je pense que s'ils sont prudents, ils doivent eux-mêmes déjà rendre l'établi. Ça, c'est très important. De deux, vous savez, le président, c'est un républicain. C'est quelqu'un qui sait le travail de chaque institution. Même quand il tonne, il sait qu'il y a un côté où la justice doit se saisir d'une affaire, faire une enquête et aboutir à cette enquête. Voilà pourquoi nous interpellons la justice. On peut beau dire qu'il y a des projets
et le président a un projet très louable, celui de développement des 145 territoires, avec de montants estimés à 9 milliards. Vous voyez, 9 milliards avec un premier palier qui commence avec 1 milliard. Donc... 1 milliard pour les 145 territoires. Oui, c'est-à-dire... Non, mais c'est d'abord 145 millions de dollars par... Oui. Lorsqu'on fait la division, c'est 1 million par territoire. C'est ça, non, le projet dans l'ensemble, c'est un projet qui est estimé à 9 milliards. Parce que développer chaque territoire de la RDC, rassurez-vous que c'est un casse-tête. Parce que quand vous entrez dedans, vous avez l'impression que rien n'avait été fait depuis que le Congo est Congo. C'est-à-dire que vous avez des routes à tracer, vous avez des voies de communication à relier, vous avez du pain sur la planche. Mais il faut quand même commencer quelque part. Au lieu qu'on ait seulement des projets qui commencent à Kinshasa, on est à Bandal ou ceci, cela. Mais cette fois-ci, le président réfléchit, il dit, il faut que ça commence dans ces villages-là. Qu'est-ce qu'ils ont comme besoin? C'est quoi leur priorité? Est-ce qu'on ne peut pas d'abord permettre la communication, faire l'infrastructure? C'est ainsi qu'on dit, pilote, on fait 145 millions en raison d'1 million par territoire. Mais le projet, il est gros. C'est un gros projet. Voilà, c'est piloté. Et je pense que le voleur s'active déjà. Le voleur et les détourneurs, certainement, qui sont en train de s'activer pour voir comment est-ce qu'ils peuvent détourner. Ils sont très intelligents. Voilà. Mais ça, c'est piloté par le Premier ministre quand même. Mais 100 jours, s'il est jaloux, on sent que c'est en dehors du metteur en scène du gouvernement et de ses ministres, Warrior. On voit qu'il y a plus un gouvernement, selon certaines langues, un gouvernement parallèle autour du président. C'est complètement faux. Même le projet 100 jours, voire aussi le projet Tchilé-Gelou, ça n'a jamais été en dehors du programme du gouvernement. Mais seulement, il y a eu une impulsion du président qui a voulu que le gouvernement, à un moment donné, prennent de mesures urgentes et idoines pour donner quelque chose à notre peuple. On n'a pas tiré les grandes leçons des faiblesses de 100 jours. Non, Kananga était bénéficiaire des 32 millions. Je ne sais pas si M. Ntumba a restitué combien. 32 millions qui ne sont pas arrivés sur place. Vous vous souvenez de Grec 7 et ainsi de suite. Alors, est-ce qu'on a tiré les leçons des faiblesses des 100 jours? Vous savez, honnêtement, ces scènes prises de manière séparée établissent un prototype, une sorte de gouvernance qui avait déjà élu domicile. Vous savez, la gouvernance aujourd'hui, elle souffre parce qu'elle est simplement tributaire d'un système qui s'est installé permanemment au pays pendant plus d'une décennie, donc pendant plus de 50 ans. Mais quand vous verrez le nouveau régime, vous devez changer le paradigme de gouvernance, paradigme de gestion, pour montrer que vous aviez une vision, état du droit, les intérêts du peuple, faire les choses autrement. Pourquoi retomber dans les choses que vous avez déplorées et même faire plus que ce qui n'a pas été fait? Non, je ne suis pas d'accord avec vous que faire plus 100 que jours, c'est au niveau de la présidence, Tchilé-Gelou également. C'était toujours, je répète que... les collaborateurs je répète qu'on a distillé la mauvaise information, que les 100 jours, c'est vrai, c'était connu comme un programme impulsé par le président de la République, mais ça a été pris à bras-le-corps par le gouvernement. Parce que c'est le gouvernement qui conduit cette politique-là. Mais seulement le fait qu'il y ait eu l'impulsion du président, beaucoup ont eu tendance à croire que c'est un programme que le président exécute. Pas du tout. Vous avez vu, il y a eu des ministres, il y a eu des gens qui étaient dans ces projets-là. Certains ont été condamnés, certains autres libérés, nous déplorons cela. On n'a pas su retirer peut-être ce qu'on voulait retirer dans tous les détournements et toute la corruption qui a entouré ces projets. Vous savez, la démocratie, la redevabilité, c'est la règle d'or de la démocratie. Voilà. Rendre compte. Bientôt, en fait, on est en vacances parlementaires. Les deux chambres du Parlement, une fois de retour, ce sera au mois de mars. À qui ils vont demander des comptes dans Tchilé-Gelou, avec tout le constat amer dans le Grand Kasaï? À qui ils vont demander des comptes? Au gouvernement, qui est responsable vis-à-vis de l'Assemblée nationale, ou aux conseillers, les conseillers du président? Je crois qu'il y a toujours cet imbroglio qui revient
Vous êtes un juriste intelligent. Vous êtes un juriste intelligent. Je répète. Oui. Par exemple, dans le projet Tchilégelou, il y a eu un partenariat public-privé. Ça, c'est-à-dire, il y a d'un côté le gouvernement et de l'autre côté un privé qu'on appelle Crexet. Il a contracté de dettes auprès de banques pour faire, mais c'est l'État congolais qui paye en finale. C'est-à-dire, il y a le gouvernement, il n'y a pas l'absence du gouvernement, je répète. Donc, même dans le projet Tchilégelou, c'est le gouvernement qui pilote. Donc, il n'y a pas eu de détournement. Non, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de détournement. Moi-même, j'ai eu à faire un constat. Il y a eu mauvais décaissement des fonds, donc non-respect des engagements par le gouvernement. Jusque-là, je ne pense pas. Je pense, la réalité d'ailleurs, parce que j'ai eu à entrer en contact avec certains qui gèrent ces projets-là, eh bien, le travaux évolue. C'est vrai que nous avons besoin de voir un résultat de manière rapide. On a commencé un programme et puis directement, on doit voir les résultats. C'est vrai. Mais en matière, par exemple, d'infrastructure, nous sommes sans ignorer qu'avant même de mettre la bitume, d'asphalter une route, il y a des canaux, des terrassés qui sont faits, des caniveaux, il y a le remblage, il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de jeu et c'est pas facile. Parce que vous pouvez vous retrouver qu'il y a une pluie qui s'abat sur la ville, c'est imprévisible. Tout ça est compté dans le projet. On a besoin de voir que oui, on a dit autant de kilomètres, mais où sont ces kilomètres? Mais c'est un projet, ne nous l'aurons pas, de plus de 36 mois. On n'est qu'à peut-être 6 mois, c'est vrai, nous regrettons le retard accumulé. On ne voit rien, nous sommes désolés qu'on ne voyait rien, mais il faut quand même reconnaître qu'il y a certains endroits où ce projet-là a quand même eu à faire quelque chose. Ça, c'est quand même quelque chose à saluer. Mais ce retard-là, il ne faut pas que ceux qui sont dans ce retard... Si ça a donné quelque chose, pourquoi le parti a-t-il suspendu un secrétaire national et pas le moindre? Bon, en fait, l'UDPS, vous connaissez notre fonctionnement, c'est le parti le plus démocratique. Vous allez, ma modestie va en souffrir, qui existe au Congo, ça c'est sûr. Donc, ce qui fait que quand vous êtes un membre ou cadre de l'UDPS, vous êtes reproché de faits de corruption, nous prenons d'abord la mesure de cet acte. Et on dit, on doit prendre des mesures conservatoires, en attendant les enquêtes de la justice et tout ça. C'est ce que nous avons fait et on ne nous les reproche pas de toute façon. Voilà. Et le monsieur qui a été cité dans ces draps, eh ben, il nous doit, quand la justice soit ouvrir des enquêtes et tout, c'est justifié. Dès qu'on verra qu'il n'est pas dedans, eh ben, on va le reprendre. Voilà. C'était une décision sage de la direction de l'UDPS. Ça, on ne va pas nous le reprocher. Vous n'avez jamais vu ça dans un parti politique ici au Congo. Et que ça commence avec l'UDPS, il faut quand même saluer. Voilà. Mais ce n'est qu'une partie du projet, Tchilégelou. Lorsque on voit toutes ces faiblesses qui n'ont pas plu au chef de l'État, les faiblesses de 100 jours de Tchilégelou, comme c'est le cas au Kasaï, au Grand Kasaï, quelles leçons peut-on tirer de ce projet ambitieux appelé couverture santé universelle, qui est apparemment aussi beaucoup entre les mains d'un conseiller, du chef? Vous savez, on se rend effectivement compte que développer... Alors qu'il y a un ministre de la Santé publique au sein du gouvernement des guerriers. Non, mais écoutez, l'exécutif, déjà, il est bicéphale. Donc nous avons d'un côté le gouvernement et de l'autre côté le président de la République, qui font partie de l'exécutif. Ça veut dire qu'ils peuvent se confondre. C'est-à-dire, à un moment, le président impulse et puis le gouvernement prend à bras le corps pour piloter le projet. Ça n'empêche pas au président de voir un peu ce qui se passe dedans. Et le fait de voir un conseil du président ne veut pas dire que le président a pris les prérogatives du gouvernement. Ça, je crois que je me suis bien fait comprendre. Quelle leçon à tirer? C'est que nous devons être vigilants. On doit être sûr que même notre entourage, ça le président de la République a compris, qu'il ne peut pas faire aveuglement confiance à qui que ce soit. Nous devons activer le mécanisme de contrôle, qui commence par exemple avec l'IGF, avec toutes les structures de contrôle. Je parle du BTC, du Bureau technique de contrôle, qui est sous le leadership du ministère des Infrastructures. Et au-delà de ces contrôles-là, il faut que la justice joue son rôle.
Et il ne faut pas qu'on attende d'abord que les frais soient volés ou détournés, que les gens bouffent déjà l'argent et qu'on vienne pour ne fût-ce que pleurer avec nos larmes. Il faut que déjà, en amont, que les dispositions soient prises par rapport au contrôle, par rapport à la sanction, pour accompagner le projet que nous avons, afin qu'on soit indemne de soupçons qui viendront après, parce que je me rends compte que le voleur, on en compte en grand nombre, et nous devons être plus vigilants et plus regardants pour ne pas permettre à ces renégats-là de s'accaparer du butin de la République à leur profit personnel. Et voilà. Vous avez été à Malandi Makoulou, vous avez suivi. Il ne voulait pas laisser le chef continuer de manière cohérente son discours. Voilà. Ils l'ont interrompu avec des mots. Ils ont posé chacun un problème et c'était chaud, très chaud. Un peuple déçu que vous avez retrouvé. Nous avons compris pourquoi le peuple doit être exigeant à notre égard. C'est parce que ce peuple a cumulé 50 ans de galère. Et quand ils voient Tshisekedi, ils se disent, tout de suite, notre affaire doit être traitée. Effectivement, ça traîne. Quand ça traîne, c'était normal que ce peuple s'exprime devant son chef. Et il a pris la mesure de l'inquiétude du peuple. Et il a promis que incessamment, et les dispositions idoines seront prises qui vont dans le sens de contrôler, de sanctionner, d'activer, de motiver. Merci. Pour que les choses se passent normalement bien. Donald Kebassele, je vous remercie. Vous avez passé les festivités de fin d'année, de Nouvel An. Dans le Congo profond. Le Grand Kasaï, en face des réalités qui sont les nôtres. Ce n'est pas une fatalité. Il y a toujours moyen de mieux faire. Mais on dit souvent en lingala, été abisso. Ouais. Le comportement des instruits congolais. Voilà. À très bientôt, peut-être pour un autre sujet. Merci beaucoup, M. Fabien. Le journal sur Télé 50. Et après, retrouvez Christopher Ochokoum toute cette soirée en compagnie de toute la rédaction, le programme, la production. Au revoir.